Il a connu la soif, il a connu la faim, mais sa faim de réussite était plus forte. Inexorablement, il fonçait vers ce rêve de gamin qu'il a chéri, le journalisme de sport. Et il y a excellé. Ses faits d'armes, foufoufout, des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, avec des commentaires atypiques, bref, une autre version du journalisme sportif. Aujourd'hui, loin des plateaux télé, il est retourné à l'administration sans éteindre la flamme du métier qu'il a hissé au sommet. Comment Jean Lambert Nang est-il parvenu à graver son nom dans la mémoire collective? Jean Lambert Nang, du rêve à la réalité. Un document exclusif signé Romuald Akowazoé, Georges Mély, Brice Fotso, Christian Boadier, Armel Manma et Franck Bocali. Il s'est approprié le commentaire et le récit sportif. Il fait partie de ces visages que la télévision camerounaise nous a donnés en entrée et qui sont devenus comme des meubles dans notre esprit. Toute la machine camerounaise semblait superbement huileuse. Le sens de la formule, l'amour du travail bien fait. Pas facile de le faire jouer sur le terrain de la confidence. Homme public, il tient à sa vie privée. Il paraît inaccessible à première vue. Mais si vous avez du tact, du professionnalisme et de bonnes intentions, il se laisse découvrir. Face à nos caméras, Jean Lambert Nang dévoile sa riche expérience et ses leçons de vie. Il raconte comme jamais les vestiaires de ses 32 ans de carrière. Une enfance sans père comblée par une mère courage qui lui a tout appris. Une passion de journaliste née à l'âge de 10 ans sans jamais mourir. Un talent révélé par la force du travail acharné. Une célébrité fulgurante. Des traversées de désert. Son art de rebondir par la communication institutionnelle. Son caractère controversé. Ses valeurs familiales. Son regard sur le journalisme au Cameroun. Jean Lambert Nang commente les matchs de sa vie sans feinte ni dribble. Clap de début. Il est du genre à foncer droit au but malgré les obstacles. Sur le chemin de ses 55 ans de vie, Jean Lambert Nang a toujours suivi la voie de son cœur et est resté fidèle à ses convictions. S'il croit en lui-même, c'est parce qu'il sait d'où il vient. Je suis né à Douala, puis j'ai très vite été transporté dans un autre environnement, rural cette fois-là, dans mon village, dans la Haute-Sanaga, arrondissement de Minta. Toujours aller de l'avant, se surpasser, c'est un challenger. D'ailleurs, très tôt, il apprenait déjà aux côtés de son grand-père, polygame. Oui, 86 femmes, vous imaginez bien, c'était un roi. Et donc, un roi, un ancien combattant, à qui des épouses apportaient d'autres épouses, leurs propres sœurs, et qui a fondé une famille énorme. Et je crois que nous sommes de dignes descendants de ce grand-père-là. Digne descendant de cette famille-là, il a aussi vu sa mère se battre toute seule pour offrir des lendemains meilleurs à sa famille. D'abord ma mère, essentiellement, puisque je n'ai pas connu mon père, pas que je sois tombé du ciel. J'ai dû avoir un papa qui ne m'a pas reconnu et j'ai donc été entièrement à la charge de ma maman. Qui vendait du pata. Qui était une grande battante. D'ailleurs, elle avait pour petit surnom commissaire, c'est vous dire la poigne et l'autorité qui la caractérisait. Une femme de vérité, de justice, qui ne mâchait pas les mots et dont je pense être la photocopie crachée. Avant de devenir celui qu'il est aujourd'hui, Jean Lambert Nang était un petit garçon ordinaire qui cherchait ses repères. Et un jour, il trouve une passion, le journalisme sportif. Et même une vocation, pas seulement une passion, parce que depuis ma tendre enfance, je m'exerçais à
à singer les commentateurs sportifs que j'entendais à la radio. Après la demi-finale de la Coupe d'Afrique de 1972, qui est en train d'échapper à Orient. C'est presque à la fin du match et le Cameroun n'a pas encore réussi son but fatal du Congo. Capitale verte et ses coéquipiers ont pourtant tout donné. Voyez-vous, en 1972, notre pays a le privilège d'organiser la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Je fréquente l'école qui est juste à côté du tout nouveau stade Omnisport que l'on nous avait fait croire qu'il s'appellerait Stade Olympique à sa construction. Et donc, j'écoute les matchs commentés à la radio par Abel Mbengue, Zakarinko et tous les autres. Et c'est cette année-là que j'effectue le voyage initiatique dans mon village. Et lorsque nous nous déplaçons pour aller vivre les matchs à 15 km de mon village, je m'improvise commentateur de ces matchs-là. La vocation se transforme en obsession. Jour et nuit, il ne rêve que de cela. Certains de ses proches en rigolent. Lorsque j'entre en 6e au collège de Mita, mon enseignant de français me demande ce que j'aimerais faire à l'avenir. Je lui dis, je serai journaliste. Il me dit, oh, tu rêves, hein, les journalistes, ils sont grands de taille, ils sont costauds, c'est pas de petites personnes comme toi. Apparemment, j'étais encore tout petit en 6e. Et je lui dis, monsieur, je serai journaliste. Il n'avait pas cru. Après avoir fait le lycée bilingue d'Essos, il m'a semblé que ma vocation, c'était de perfectionner les langues que j'avais apprises. Seulement, avant d'y arriver, le rêveur doit vaincre les galères du quotidien. J'ai fait 50 km à pied pour aller en vacances dans mon village, la distance qui me séparait de mon collège. Je venais avec un baluchon posé sur la tête qui contenait des bâtons de manioc et de la pâte d'arachide. Quand on a fait ce parcours-là 6 fois par an, à tous les congés et pendant les grandes vacances, quand on a vécu à Yaoundé, en se nourrissant difficilement, en attrapant les criquets au mois d'octobre et de novembre, quand on n'a pas eu de l'eau courante et que l'on s'est instruit à la lumière d'une lampe tempête, et quand on est directeur dans l'administration centrale au terme de sa carrière, on ne peut pas dire que le ciel n'a pas été tendre avec nous. Il a besoin de la même persévérance en 1982, alors qu'il affronte le concours d'entrée à l'ESTI, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information à Yaoundé. On doit retenir 60 élèves. Je suis le 61e sur la liste et donc je ne perds pas espoir. Le jour de la rentrée, je croise l'actuel ministre de la Défense, Betty Assomon, qui me dit « Petit frère, moi je viens d'être reçu au concours de l'ENAM. Je crois que je vais partir et comme tu es le tout premier sur la liste d'attente, je crois que ta place est ici et je ne remercierai jamais assez le ciel de continuer de bénir cet homme qui a ouvert le chemin sur lequel je me suis engouffré et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. De justesse, Jean Lambert Non est admis dans la prestigieuse école. Son rêve prend corps peu à peu. Caractériel d'esprit, il se soumet pourtant à la discipline imposée par la formation. Je ne réchignais pas parce que je me disais, mon Dieu, enfin je vais être journaliste. Et si c'est ça le prix à payer pour le devenir, autant m'y faire. Cette école était aussi pour lui le lieu de rencontre d'autres grands destins de l'environnement médiatique comme le sien. Ça c'est Barbara et toi, ça c'est Jean-François Nguégan, Jean Atangana, Ibrahim Daniel, Daïzal, Temken qui était à l'ouest, Lé Joseph. À l'école de journalisme, le rêveur passionné est orienté vers l'audiovisuel. Le choix de la télé arrive en fin 85, lorsque nous sommes donc reversés à l'unité de télé. Biitibi Sam, qui est un des responsables de l'unité, demande à nos responsables de l'ESTIC, où il enseignait lui-même, quelles sont les personnes les mieux à même de lancer le projet télé.
Bon, c'est à l'Esti qu'on lui a donné nos noms et il nous a embarqués tout de suite, Bo Herbert et moi. Veuillez veiller sur vos rêves, veuillez veiller sur vos... 3 ans après son entrée à l'Esti, Jean Lambernon revêt officiellement le manteau de journaliste. Nous sommes en 1985 et la télévision fait ses premiers pas au Cameroun. Puisqu'il est appelé à y officier, son passage au ministère de l'Information et de la Culture, devenu ministère de la Communication, sera de courte durée. On n'a passé que quelques minutes dans ce ministère parce que, je vous ai dit, on ouvrait l'unité de télé. Elle avait commencé sans nous au mois de mars parce que le RDPC naissant tenait un congrès à Bamenda. Et donc nos aînés s'y étaient déjà exercés, les Pigui, les Tchinje, les Ndongo, les Epoté, qui étaient sortis quelques années avant nous. À l'unité de télévision, le journaliste s'agrippe au sport qui l'intéressait depuis le début. Il ne lâchera pas le morceau pendant une vingtaine d'années. L'une de ses plus grandes fiertés, avoir créé le programme à succès Foufoufou. Foufoufou est né en 1986 de la volonté du directeur général Etoga Eili de voir se densifier l'offre en programme. Malheureusement, au moment de présenter la toute première émission, je suis suspendu d'antenne parce que j'avais une liberté de ton et d'esprit qui ne correspondait pas à l'environnement socio-politique de cette époque-là. Et quand je suis revenu, c'est Pierre Lebon Elanga qui avait présenté les premières émissions. C'est pour ça qu'il y a souvent cette confusion entre qui a créé Foufoufou. Mais je dis bien que c'est moi qui ai créé Foufoufou. C'est un très grand professionnel et c'est un monsieur qui a une forte personnalité. Je dirais même que c'est une personnalité qui lui a parfois causé des soucis. Parce que si je prends juste un petit exemple, je suis le premier à présenter Foufoufou. Nous sommes en 1987. Le Foufoufou, c'est une création de Jean Lambert. Et c'est tout simplement que quand on doit lancer Foufoufou, Jean Lambert est suspendu. Le sport sur CRTV, c'est la télé. Lundi, Foufoufou. Mardi, Linus Pascal Fouda, Emmanuel Jonas Kamal, Jean Lambernon. Une équipe de choc pour un public de chat. Dans l'ombre, des hommes soudés pour vous servir. Le service des sports télé, la fureur de savoir, la passion de vivre. En fait, c'est à travers ce générique fou que j'ai gardé en mémoire depuis plus de 20 ans, que je me rappelle encore de Jean Lambernon et l'impertinence. Et c'est cette impertinence qui me faisait rêver aussi. Je n'arrivais pas à comprendre que quelqu'un travaille pour la télévision nationale, qu'à l'époque, on estimait que c'est la pensée unique, arrivait quand même à critiquer le fonctionnement des institutions qui dirigent le sport et tout cela. Je trouvais ça tout à fait génial. Je me souviens de cette entrevue dans le bureau du directeur général de la CRTV de l'époque, le professeur Gervais Mendozé, où nous sommes convoqués, Jean Lambert et moi. Nous venions comme d'habitude de commettre un Foufoufou assez brûlant pour le gouvernement en place. Et M. Abel Bengue, qui était le chef de service des sports adjoint à l'époque, nous annonce que nous sommes attendus au 11e. Bon, on savait déjà ce qui nous attendait. Tout le monde nous laissait entendre que c'était fini. On monte au 11e comme des gens qui se dirigent vers le couloir de la mort. Nous arrivons au 11e, nous sommes reçus dans le bureau du directeur général de la CRTV qui nous sermonne vertement, qui appelle Mme Ndoa, qui aujourd'hui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, lui demande d'apporter des parapheurs qui étaient déjà prévus à notre pour servir, nous desservir. Jean Lambert allait à Bamenda, c'était une affectation disciplinaire. Moi, j'allais à Maroua. Et puis, on s'est jeté un regard. Le DG a pris le bic, comme il le tenait, il a voulu signer. Et après, il nous a dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes pourtant mes fils que j'aime beaucoup. Madame, on doit rentrer avec ce parapheur. La prochaine fois, vous ne recommencerez pas? On dit, monsieur le directeur général, merci. Nous savons que
Une fois de plus, Jean Lambert, bon, si j'étais un regard, on dit qu'on revient de loin. Je suis tombée malade pendant la compétition. Nous faisions équipe pour la Cameroun Radio Télévision, la CRTV. Et on se trouvait, je crois, à Sousse. Les responsables de la compétition nous ont dit « Ah, c'est une maladie tropicale dont le spécialiste se trouve à Tunis. » Monsieur Jean Lambert, et il permettra que je l'appelle ici monsieur à ce moment-là d'évoquer ce souvenir. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il s'est senti tellement concerné. Il m'a pratiquement porté pour faire le voyage de Sousse à Tunis. Mais je rappelle que monsieur Jean Lambert a été là pour la télévision et moi pour la radio. Et que nous avons souvent, c'est peut-être de la cuisine interne, mais il y a cette saine concurrence. On se dit c'est la CRTV, mais chacun veut mieux faire, chacun veut un peu dépasser le don. À ce moment-là, pour lui, ces aspects professionnels venaient après les aspects humains. Autre souvenir marquant, la couverture de diverses compétitions internationales de football. Les 6 Coupes d'Afrique des Nations que j'ai couvertes, les 5 Coupes du Monde que j'ai couvertes, ce furent des moments de grand bonheur national. Mon baptême du feu, commencer une carrière en commentant une Coupe du Monde, je doute fort que cela soit arrivé à plus de 2 ou 3 personnes. En 90, je l'avais fait en 86, mais dans un studio, le studio de l'unité des télé. Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les communications ne passent pas entre l'Égypte et le Cameroun. Et puis, le directeur Ngiamba nous demande d'aller commenter les matchs sur le plateau. C'est peut-être ça qui a donné le sentiment que je pouvais commenter un match si les conditions étaient réunies, toutes les conditions. Et je vais à la Coupe d'Afrique des Nations de 90. Je ne commente qu'un match lorsque les Lions sont éliminés. Et ça fait l'unanimité que je devrais aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et à la Coupe du Monde, c'est le paroxysme du couronnement avec les Lions indomptables qui atteignent les quarts de finale. Nous autres au micro, on a l'impression qu'on a tous marché sur l'eau grâce aux Lions indomptables. Oh, yeah. On a perdu un soldat, dans tous les sens du terme. Marc-Vivien Fouet, qui a donné sa vie parce qu'il voulait que son pays aille en finale. Et il s'est sacrifié. Et il y a des signes qui ne trompaient pas lorsqu'il s'est écroulé. Et cette expression, elle est venue spontanément, pas pour amuser la galerie comme aujourd'hui, mais pour exprimer le sentiment profond que j'avais que quelque chose se tramait qui n'allait pas être de bon goût. Ceux qui ont connu l'homme et le professionnel se souviennent d'une personne humaine et très exigeante. C'est un monsieur extrêmement rigoureux qui ne se pardonne pas lui-même de faire des erreurs. Donc vous comprenez qu'il pardonne difficilement aux autres d'en faire. Le journalisme sportif télé au Cameroun doit beaucoup à Jean Lambert. Et je crois que tous ceux qui s'essayent dans ce couloir-là font un peu du Jean Lambert. J'ai un peu du nom parce que je le regardais. C'est d'abord un professionnel de haut vol. Et je crois qu'il est jugé de loin. On le juge au terrain. Ce que moi je ne trouve pas. On le juge arrogant, ce que je trouve encore moins. Moi je pense qu'il faut toujours approcher quelqu'un avant de le juger. Je suis un journaliste travailleur. J'ai préparé chaque émission avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de rigueur. Je me suis abondamment inspiré de ce qui se faisait ailleurs que j'avais vu et je ne voulais pas être le dernier de la classe. À force de bosser sans relâche pour être le meilleur, on le devient forcément. Et le succès appelle la gloire et ses tentations. Ça a failli me perdre. Et puis je me suis rattrapé. Je me suis dit, mais ce n'est qu'un théâtre.
Et pourtant, le match de la vie télévisuelle de Jean-Lambert Nan s'achève à CRTV comme un coup de tonnerre en 2006. Que s'est-il passé? Je pars de la télévision parce que déjà en 2004, je suis injustement accusé d'avoir célébré le maillot Kerele, l'unique, le maillot sans manche. Et d'un, et de deux, il arrive une nouvelle gouvernance à la CRTV dont les premiers pas ne rassurent pas. L'histoire nous donnera raison plus tard. C'était une espèce de moissonneuse faucheuse de tout ce que le régime précédent avait fait ou élevé comme personnage. Coup de bol pour le journaliste, un poste est ouvert à la Fédération camerounaise de football. Il postule et la chance lui sourit. Jean-Lambert Nan devient ainsi directeur général de cette structure. Seulement, le match sera de courte durée. 6 mois, jour pour jour, pas un jour de plus, pas un de moins, simplement parce que j'ai amené des méthodes de gestion qui n'ont plu à personne. Ils étaient habitués à la gabegie, à la prédation des biens du football. Ils étaient habitués à se gaver sans limite, même quand ils n'avaient plus faim. Et puis, quand j'arrive, je constate qu'il y a toutes ces choses qui ne permettent pas au football de s'exprimer, et surtout aux acteurs du football de vivre du produit de leur travail. Ils ont vite compris que si je restais là, c'est eux qui finiraient par périr, et donc ils m'ont débarqué. Cette page de sa vie, le journaliste refuse de la tourner sans laisser un héritage pour les générations futures. Il grave cet épisode en publiant Desperate Football House, 6 mois dans l'enfer de la FECAFOOT. Après qu'il m'ait débarqué, comme quoi j'avais essayé de distraire des fonds, je me suis dit il faut rétablir une vérité. Surtout que j'avais noté chaque jour passé à la FECAFOOT dans un cahier les moindres audiences que j'accordais, tout ce que les gens me rapportaient du comportement de tel ou tel, je l'avais consigné dans un livre. Je me suis dit, j'ai là une mine qui va parler à ma place. Il quitte cet enfer et se reconvertit dans la communication des administrations. Premier arrêt, le ministère des Travaux publics. Le ministre de l'époque m'avait demandé de venir faire ce travail-là. Je m'y suis mis avec la même passion. Puis, retour à la base, au ministère de la Communication. Je suis le responsable d'une direction dont la dénomination est tout un programme. Malgré ses fonctions de directeur central dans ce département ministériel, Jean-Lambert Nan garde son âme de journaliste. Lorsque cela arrive de faire des productions pour ma direction, je reprends le crayon et j'écris des articles journalistiques. Et lorsqu'il jette un coup d'œil sur la pratique journalistique des médias, il a du mal à y trouver ne serait-ce que 5 modèles dans la jeune génération. 5 Peut-être n'en aurait même-t-il pas 2, parce que nous avons mal compris notre démocratie. Quand je dis nous, c'est nous les journalistes. Nous avons transformé la liberté de s'exprimer ou d'écrire en liberté de tuer, de tirer sur des cibles qui sont toutes trouvées, toutes désignées. Nous nous sommes transformés en snipers, en procureurs de la République, en censeurs, et non plus en cette lumière qui éclaire la société. Pour lui, les jeunes devraient s'inspirer de tous ces talents qui ont marqué la presse de leurs empreintes. Aman Mana, rebelle, bonne plume, ou Charles Ndongo. Le boss depuis qu'il a choisi la voie du journaliste politique pour exercer son talent, très grand
journaliste. Sa vie personnelle reste fortement attachée aux valeurs familiales. C'est ma force. Moi, je suis famille. Je suis famille. J'ai beaucoup d'enfants. Je suis divorcé et je suis en quête d'une nouvelle épouse. Si vous avez des propositions, mais elle doit répondre à des critères que je me suis fait. Et c'est pour ça que je reste encore célibataire, parce que jusqu'ici, je n'ai pas trouvé de femme qui satisfasse à ces critères, qui ne sont pas ceux de richesse ni de fortune, mais à des critères qui sont spirituels et sentimentaux. Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. En revanche, Jean Lambernon assume complètement son caractère, souvent sympathique pour les uns et arrogant pour les autres. Je suis arrogant avec ce que je n'aime pas, avec ce que je ne connais pas. Ce qu'il préserve par-dessus tout, c'est sa relation avec Dieu. Le Seigneur m'a montré la difficulté progressive qu'il y a à atteindre le sommet. Les écueils, les obstacles, les sommets, les départs, les retours, il en a connu. Cet homme qui rêvait d'être un journaliste sportif mémorable peut être fier d'avoir laissé sa trace. Ce rêve de gosse n'était pas une illusion et lui-même n'a aucun regret. Jean Lambernon a surtout su garder une oreille attentive pour ce qui compte à ses yeux. Leçon apprise de sa mère, avec un objectif et de la détermination, tu peux te frayer un chemin pour ne jamais rester au banc de touche de la vie. Elle avait raison. Bonsoir, je suis Jean Lambernon. J'étais l'invité de Travelling dans Gros Plan. Je vous souhaite une bonne écoute des programmes et à la prochaine.